Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour la suite de la colère de la momie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes un peu plus en forme que moi. Je sors tout juste de la douche, trop d'eau chaude, je suis déjà mort de fatigue. D'où ma casquette aussi parce que mes cheveux, je vous épargne le spectacle. Ce soir nous allons terminer la colère de la momie. Chouette histoire, j'ai vraiment... En fait, dans le début de l'ancienne vidéo, je supposais qu'il n'y avait pas de lien, je disais qu'il fallait pas confondre avec le premier tome, mais en fait, si, c'est carrément à confondre parce que ça se passe un an après l'histoire de... Zut, j'ai oublié le titre du premier livre. En fait, le premier tome. Donc, 22 tomes plus tard, on retrouve Sari, Oncle Ben et Gabriel. Donc, si je me souviens bien de l'histoire, donc Gabriel était retourné en Égypte pour retrouver son oncle et sa cousine Sari, pour visiter une nouvelle pyramide et découvrir un nouveau lieu qui n'avait jamais été foulé depuis des siècles, blablabla, je crois. Bon, encore une fois, je pense qu'il nous a refait, je crois qu'il nous avait déjà fait la blague dans le premier livre du fait qu'il se retrouvait seul dans la pyramide, perdu, et puis il tombait dans un trou tout seul, et il se passait des choses. À choisir, je préfère la première fois, être entouré de momies, que de centaines d'araignées blanches absolument partout. Ça, j'aurais pas aimé. Et nous nous en l'étions laissé, j'espère que je l'ai bien prononcé, au fait que les ouvriers avaient trouvé la tombe, l'entrée principale du prince. Ils étaient avec des maillets, ils allaient tout ouvrir. Il y a une journaliste qui les accompagne, apparemment très jolie aux yeux d'oncle Ben, et apparemment Gabriel aussi. Au moment où elle allait faire la photo de oncle Ben qui allait immortaliser l'ouverture de la porte du prince, on a entendu une voix outre-tombe, j'ai envie de dire, qui laissait dire, comme je le lis ici, de « laissez-moi reposer en paix ». Donc, qui dit ça? Est-ce que c'est une blague ou que sais-je? Nous allons le découvrir tout de suite. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Une exclamation de surprise m'échappa. « Laissez-moi reposer en paix », répéta la voix. Oncle Ben baissa les bras et pivota sur ses talons. L'étonnement se lisait sur son visage. Je compris que la voix en question venait de derrière nous. Je me retournai et aperçus un inconnu en partie caché dans la pénombre de la galerie. L'homme s'avança vers nous à grande enjambée. De haute taille, il devait se courber pour ne pas heurter le plafond du tunnel. Je remarquai qu'il portait une chemise, une cravate et une saharienne impeccables. Son crâne était totalement dégarni, à l'exception d'une demi-couronne de cheveux foncés à la hauteur des oreilles. L'expression de fureur de son visage n'avait rien d'engageant. Avec ses petits yeux noirs, il semblait fusiller mon oncle du regard. Il était tellement maigre que je me demandais s'il lui arrivait de manger. « Omar !» s'écria oncle Ben. « Je vous croyais au Caire !»« Laissez-moi reposer en paix !» répéta le professeur Fielding d'une voix plus douce. C'est ce qui est écrit sur la pierre que nous avons trouvée le mois dernier. C'est ce que souhaitait le prince Corot. Nous en avons suffisamment discuté, soupira mon oncle. Le professeur Fielding passa devant Sari et moi comme si nous n'existions pas. Il se planta en face de mon oncle. Alors, comment se fait-il que vous osiez briser le sceau de cette porte? Je suis un homme de science, répondit oncle Ben, en articulant chaque syllabe avec soin. Il avait du mal à dissimuler son agacement. Je ne peux pas renoncer à une découverte par superstition. Moi aussi je suis un homme de science, répliqua froidement le professeur Fielding en réajustant sa cravate. Mais je refuse de profaner la tombe du prince Corot. Respecter son souhait gravé sur la pierre que nous avons mise au jour n'est en rien une superstition. Nous n'analysons pas les choses de la même façon, fit mon oncle en se calmant. Nous avons tous consacré trop de temps à ces fouilles pour les arrêter maintenant. Comment pourrions-nous abandonner, alors que nous sommes si près du but? Omar Fielding fit la moue et pointa son doigt vers le haut de la porte. « Regardez, Ben, les hiéroglyphes sur le linteau sont les mêmes que ceux de la pierre que nous avons trouvée. Ils donnent le même conseil. Laissez-moi reposer en paix. »« Je sais, répondit mon oncle. « Le message est extrêmement clair, continua le professeur Fielding avec animation. Il fixait intensément mon oncle. Vous savez aussi bien que moi déchiffrer des hiéroglyphes, et vous savez aussi bien que moi que, si jamais quelqu'un s'avisait de troubler le repos du prince en répétant la formule magique 5 fois, la momie de Corot reprendrait vie pour se venger. À ces mots, je frissonnais. Pourquoi oncle Ben ne nous avait-il jamais parlé de cette pierre, ni de la menace du prince Corot? Parce qu'il ne voulait pas nous effrayer, ou parce qu'il redoutait lui-même quelque chose?
Pour l'avoir observé attentivement pendant qu'il discutait avec son confrère, je savais que ça ne pouvait pas être ça. Je compris que les deux hommes avaient déjà dû débattre plus d'une fois de cette question, et que le professeur Fielding ne parviendrait pas à empêcher mon oncle d'entrer dans la chambre funéraire. « C'est la dernière fois que je vous préviens, » dit le professeur Fielding en nous désignant tous du doigt, « pour notre survie et notre sécurité. » « Vous n'allez pas recommencer, » l'interrompit oncle Ben. « Vous n'arrêterez pas un homme de science avec vos menaces. Ce sceau doit être brisé. » Il leva son maillet. Le professeur Fielding secoua la tête en signe de désapprobation. « Je ne participerai pas à cette profanation. » Puis il se retourna et partit. Dans sa hâte, il faillit se cogner la tête contre le plafond. Il s'éloigna à grands pas en bougonnant et disparut bientôt dans l'obscurité de la galerie. « Omar, Omar, attendez !» tenta de l'arrêter mon oncle en s'élançant à sa poursuite. Mais le bruit des pas du professeur Fielding s'était estompé. Oncle Ben rebroussa chemin. Il poussa un soupir et se pencha vers moi. « Je ne fais pas confiance à cet homme, » me chuchota-t-il. En fait, il se moque totalement des vieilles superstitions. Il a essayé de me faire renoncer à ce projet afin de faire lui-même cette découverte et de s'en attribuer tous les mérites. Étonné par ses propos, je ne savais pas quoi lui répondre. J'avais toujours pensé que les chercheurs avaient des règles bien définies afin d'éviter ce genre de conflit. Mon oncle souffla quelque chose à l'oreille de Nila, puis il s'approcha de ses ouvriers. « S'il y en a parmi vous qui partagent l'opinion du professeur Fielding, ils sont libres de le suivre. » Les 4 ouvriers se regardaient, médusés. « Vous connaissez tous maintenant l'avertissement qui est gravé sur le linteau de la porte, » ajouta oncle Ben. « Je ne veux pas obliger qui que ce soit à entrer dans la chambre funéraire contre son gré. »« Ce serait trop bête de renoncer maintenant, après tout le mal qu'on s'est donné, » déclara l'un des hommes. « Il faut qu'on sache ce qu'il y a derrière. » Mon oncle leur adressa un sourire de gratitude. « Je suis d'accord avec vous. » Je jetai un coup d'œil à Sari et découvris qu'elle me dévisageait. « Si tu as peur, n'hésite pas à le dire à papa, je suis sûr qu'elle comprendra. » Non mais, pour qui se prenait-elle, celle-là? Elle exagérait. « Je n'ai pas peur, » répliquai-je, « mais si tu souhaites que je te raccompagne au campement, tu n'as qu'à le demander. » Un bruit sourd nous fit tourner la tête. Oncle Ben s'affairait à détacher le seau sous l'œil attentif de ses ouvriers. Nila, elle, se tenait prête à photographier l'ouverture de la porte. Mon oncle travaillait lentement et avec précaution. Après avoir enfoncé son ciseau entre la porte et la tête de lion, il le poussa doucement d'un côté, puis de l'autre. Au bout de quelques instants, le seau se détacha enfin. Le flash de Nila crépita. Mon oncle remit la tête de lion à l'un des ouvriers. « Ce n'est pas un cadeau, » plaisanta-t-il. « N'oublie pas de me le rendre. »« J'entre le premier, » poursuivit-il. « Si je ne suis pas revenu dans 20 minutes, allez prévenir le professeur Fielding qu'il avait raison de s'inquiéter. » Nous éclatâmes tous de rire. 2 ouvriers s'approchèrent de mon oncle pour l'aider à ouvrir la porte. Ils se mirent tous les 3 à la pousser, mais elle résista. « Il faudrait peut-être l'agresser, » dit oncle Ben pour détendre l'atmosphère. « Après tout, cela fait 4000 ans qu'elle n'a pas été ouverte. » À l'aide de pics et de ciseaux, les ouvriers se mirent à en dégager le pourtour. Après quelques minutes de travail, ils renouvelèrent leur essai. Oncle Ben poussa un cri de joie lorsque le panneau d'ébène bougea d'1 centimètre, puis de 2, puis de 3. Nous nous approchâmes tous, impatients de découvrir l'intérieur de la chambre funéraire. L'ouverture était maintenant assez grande pour permettre à un homme assez mince de s'y faufiler. « Déplacez les projecteurs, » ordonna oncle Ben. « Encore quelques centimètres, et nous pourrons serrer la main à notre cher prince, » ajouta-t-il en souriant. La porte bougea à nouveau. « Hurrah !» cria oncle Ben. Nila prit une photo. Sari et moi, nous nous pressâmes près d'elle. Oncle Ben pénétra en premier à l'intérieur. Sari se précipita derrière lui, passant carrément devant moi. Mon cœur battait très fort, et j'avais les mains glacées. Je me fichais de savoir qui était entré en premier. Ce que je souhaitais, c'était d'y pénétrer moi-même. Nous entrions l'un derrière l'autre. Lorsque mon tour arriva, j'inspirai profondément et me faufilai de l'autre côté de la porte. Et là, je vis rien, absolument rien, mis à part quelques toiles d'araignée qui pendaient au plafond. La pièce dans laquelle j'étais entré était désespérément vide. Je poussai un soupir. Pauvre oncle Ben. Il avait fait tout ce travail pour rien. J'étais vraiment déçu. J'observais la pièce. À la lumière des projecteurs, les toiles d'araignée semblaient tissées en fils d'argent. Nos ombres se projetaient telles des fantômes sur le sol poussiéreux. Je me retournai vers mon oncle, appréhendant de voir sa déception.
Mais à ma grande surprise, je vis qu'il souriait. « Avancez les projecteurs et apportez les outils, ordonna-t-il à ses ouvriers. Nous avons une deuxième porte à ouvrir là-bas. Il pointa son doigt vers le mur du fond. Plissant les yeux, je distinguai avec peine un autre panneau d'ébène, fermé lui aussi par un sceau en forme de tête de lion. Je savais bien que ce n'était pas la chambre funéraire, déclara Sari en crânant. Les Égyptiens gardaient souvent des salles vides afin de dissuader les pilleurs, expliqua oncle Ben en retirant son casque. Il se pourrait d'ailleurs que nous trouvions plusieurs salles identiques avant d'atteindre la chambre funéraire de Corot. Nila, toujours attentive aux moindres faits et gestes de mon oncle, le photographiait en train d'examiner la deuxième porte que nous venions de découvrir. « Si tu avais vu ta tête, tout à l'heure, tu étais tellement déçu, » dit Sari en souriant. « Je croyais, commençai-je, voulant me justifier. Mais je m'interrompis en voyant oncle Ben s'attaquer avec son ciseau et son maillet à la deuxième porte scellée. Tout en le regardant faire, j'essayais d'imaginer ce que nous allions découvrir cette fois. Une nouvelle salle vide, ou la momie d'un prince, vieille de 4000 ans, avec ses trésors et ses bijoux. La deuxième porte était beaucoup plus difficile à ouvrir que la première. Nous fîmes une brève pause pour le déjeuner. Puis, oncle Ben et ses ouvriers se remirent aussitôt au travail en faisant attention de ne pas abîmer le sceau qui fermait la porte. Sari et moi, nous nous assîmes par terre, captivés par le travail de toute l'équipe. Il faisait chaud dans la pièce, et une étrange odeur aigre y flottait. Nous étions en train de respirer un air très ancien. Enfin, pour passer le temps qui commença à devenir long, Sari et moi nous mîmes à discuter de notre aventure dans la grande pyramide pendant les vacances de Noël dernier. Nila nous prit en photo. « Nous y sommes presque, » annonça mon oncle après 2 heures de travail. L'atmosphère recommença à devenir fébrile. Le seau se détacha enfin de la paroi. 2 ouvriers le déposèrent délicatement dans une caisse molotonnée prévue à cet effet. Oncle Ben poussa la porte, aidé des 2 autres ouvriers. « Ça va être difficile, » déclara-t-il au bout d'un moment. Comme la fois précédente, ils entreprirent d'en dégager le pourtour. Il fallut encore 1 heure à l'équipe pour réussir à faire glisser le panneau de quelques centimètres. La porte céda enfin. Oncle Ben la maintenait à moitié entr'ouverte. Il détacha la lampe fixée à son casque et s'en servit pour éclairer la nouvelle pièce découverte. Sari et moi nous nous approchâmes de lui. Les battements de mon cœur s'accélérèrent à nouveau. « Qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi se tait-il » Oncle Ben abaissa soudain sa lampe et se retourna vers nous. « Nous nous sommes trompés, » chuchota-t-il. Un silence de plomb régnait dans la pièce. Atterré, j'avalais péniblement ma salive. Soudain, un large sourire éclaira le visage de mon oncle. « Oui, nous nous sommes trompés en sous-estimant l'importance de notre découverte, » ajouta-t-il. « Cette tombe est encore plus somptueuse que celle du roi Toutankhamon. » Les murs de pierre firent résonner nos cris d'allégresse. Les ouvriers de mon oncle se pressèrent tous autour de lui afin de le congratuler. « Nous méritons tous des félicitations, » dit-il d'un ton enjoué. Nous nous faufilâmes l'un après l'autre à travers l'étroite ouverture, riant et parlant avec animation. Il y avait là une vaste salle. Sous la lumière des projecteurs et de nos lampes, je découvris un spectacle inoubliable. L'épaisse couche de poussière et de toile d'araignée ne parvenait pas à cacher les extraordinaires trésors qui nous entouraient. J'écarquillai les yeux devant toutes ces merveilles. Les murs étaient gravés d'hiéroglyphes du sol au plafond. Des tas d'objets précieux jonchaient le sol. La pièce ressemblait plus à un grenier qu'à une tombe. Un trône imposant retint mon attention. Son haut dossier était orné d'un soleil doré entouré de ses rayons. Derrière ce trône, j'aperçus des sortes de chaises, des bancs ainsi qu'un long divan. Des dizaines de jarres en pierre et en terre cuite étaient empilées le long des murs. Certains étaient endommagés, mais la plupart restaient intacts. Par terre, je remarquai une tête de singe en or. Elle était posée à côté de plusieurs grands coffres. Oncle Ben souleva un des couvercles. « Quel spectacle ! Nous n'en revenions pas. »« Des bijoux !» s'exclama mon oncle. « Ce coffre est rempli de bijoux en or. » Sari me rejoignit, le visage radieux. « C'est trop génial !» lui soufflai-je. « Oui, génial !» approuva-t-elle sur le même ton. Le silence s'installa. On aurait pu entendre une mouche voler. Seul le déclic et le crépitement du flash de Nila vinrent le troubler. Oncle Ben nous enlaça, Sari et moi, tout émus. « Je n'arrive pas à y croire. Tout est intact. Personne n'a pénétré ici. » Levant la tête, je découvris qu'il avait les larmes aux yeux. C'était certainement le plus beau jour de sa vie.
Nous devons être très prudents parce que... commença oncle Ben. Mais il s'interrompit et je vis son expression changer. Il fixait quelque chose dans la pénombre et je compris très vite de quoi il s'agissait. Un énorme sarcophage en pierre était dissimulé dans l'ombre, contre le mur du fond. « Waouh !» murmurai-je admiratif. Une longue fissure le traversait sur toute sa longueur. « Tu crois que la momie du prince est à l'intérieur » demanda Sari, tout excité. Les yeux toujours rivés sur le sarcophage, mon oncle demeura silencieux un long moment. « Nous n'allons pas tarder à le savoir, dit-il enfin. Avec l'aide de ses ouvriers, il entreprit aussitôt son ouverture. Nila s'approcha de lui. Le spectacle du lourd couvercle de pierre qui glissait lentement sur le côté la captivait. Le sarcophage renfermait un cercueil étroit et court. Les ouvriers détachèrent le couvercle avec précaution, et la momie apparut. Elle paraissait si petite, si fragile. « Le prince Kourou » articula oncle Ben avec émotion en le contemplant. Kourou était étendu sur le dos, ses bras repliés sur sa poitrine. Son corps momifié était entouré de bandelettes tachées par du goudron. Certaines n'adhéraient plus au corps du prince, laissant voir ainsi une partie de son crâne et de son visage. Le cœur serré, je me penchai pour examiner la momie. J'avais l'impression que ses yeux noirs me fixaient intensément avec désespoir. Un être humain se trouve là, sous toutes ces bandelettes. Une personne de sang royal, me disais-je en frissonnant. Le prince avait à peu près ma taille. Il est mort. On a recouvert son corps de goudron chaud et de bandelettes, et sa momie repose ici depuis 4000 ans. Toutes ces pensées se bousculaient dans mon esprit. Je ne pouvais détacher mon regard du goudron séché et craquelé qui recouvrait la partie visible de son visage. Je me demandais si le prince avait imaginé un instant que des milliers d'années après sa mort, des gens ouvriraient son cercueil et contempleraient son cadavre momifié. Le souffle coupé, je reculai d'un pas. Comme mon oncle, Nila avait les yeux remplis de larmes. Posant les mains sur le rebord du sarcophage, elle se pencha pour étudier le visage noirci du prince. « À ma connaissance, on n'a jamais découvert une momie aussi bien conservée, » déclara oncle Ben d'une voix douce. « Il faudrait évidemment procéder à plusieurs analyses afin d'établir l'identité du jeune homme. Mais si j'en juge par ce que renferme cette tombe, c'est... » Mon oncle se tut, interrompu par le bruit de voix qui parvenait de la pièce d'à côté. Je me retournai. 4 policiers en uniforme venaient de faire irruption dans la chambre funéraire. « Que personne ne bouge » ordonna l'un d'entre eux, en posant la main sur la crosse de son revolver. Oncle Ben se tourna vers la porte, les yeux agrandis par l'étonnement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les 4 policiers, courroucés, s'avancèrent jusqu'au milieu de la pièce. « Surtout ne touchez à rien » leur ordonna mon oncle, en se plaçant devant le sarcophage pour le protéger. « Tous ces objets sont extrêmement rares et fragiles. » Il retira son casque, son regard passait d'un officier à l'autre. « Que faites-vous ici ?»« C'est moi qui leur ai demandé de venir, » répondit une voix puissante qui provenait de la pièce voisine. Le professeur Fielding entra à son tour dans la chambre funéraire. Son visage arborait un sourire de satisfaction. « Omar ? Mais pourquoi ?» demanda oncle Ben en faisant quelques pas en direction de son collègue. « Parce que j'ai pensé qu'il valait mieux protéger le contenu de cette chambre, » expliqua-t-il. Puis, balayant la pièce et ses trésors du regard, il s'avança vers mon oncle et lui serra la main avec enthousiasme. « Quelle découverte extraordinaire !» s'exclama-t-il. « C'est presque incroyable. Félicitations à vous tous. »« Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous les aviez fait venir, » insista oncle Ben en montrant les 4 policiers. « Personne n'a l'intention de voler quoi que ce soit. »« Je le sais bien, » affirma Omar Fielding, « mais la nouvelle de notre découverte ne va pas tarder à se répandre, et j'ai pensé que nous devions prendre certaines mesures pour protéger ces objets. »« Vous avez peut-être raison, » concéda mon oncle avec un haussement d'épaule. « C'est sans doute mieux comme ça. »« Oubliez qu'ils sont là, » dit le professeur Fielding en souriant. « Je vous dois des excuses, Ben. J'ai eu tort de vouloir vous faire renoncer à cette exploration. C'était stupide de la part d'un homme de science. J'espère seulement que vous pourrez me le pardonner. Nous avons beaucoup de choses à célébrer, ne croyez-vous pas ?»« Je ne fais pas confiance à Omar, » nous avoua à nouveau oncle Ben alors que nous allions dîner. « Je ne lui fais pas du tout confiance. » L'air était étonnamment frais ce soir-là. Le ciel violet s'était paré de milliers d'étoiles. Une légère brise faisait bouger doucement les feuilles des palmiers. Les flammes du feu de camp vers lequel nous nous dirigions semblaient danser. « Est-ce que le professeur Fielding va venir nous rejoindre ?» demanda Sari. « Non, » répondit oncle Ben en hochant la tête. « Il est allé téléphoner. » « Il avait vraiment l'air excité en voyant la momie et tous ses trésors, remarquai-je. « Oui,
admit mon oncle. On peut dire qu'il n'a pas mis longtemps à changer d'avis. Mais je me méfie. Il serait trop content de prendre la direction des travaux. Je compte aussi garder un œil sur les policiers qu'il a fait venir. Papa, on s'était promis de passer une bonne soirée, lui reprocha Sari. Alors oublie Fielding. Parle-nous plutôt du prince Kourou et de la célébrité que cette découverte va t'apporter. D'accord, accepta son père en souriant. Nila nous attendait près du feu de camp. Oncle Ben l'avait bien évidemment invitée à se joindre à nous pour le barbecue. Elle portait un t-shirt en soie blanc et un jean. Son pendentif luisait au clair de lune. Nila était vraiment jolie. Lorsque nous nous approchâmes d'elle, la jeune femme adressa un sourire chaleureux à mon oncle, visiblement charmée. « Sari, mais tu es plus grande que Gabrielle » s'exclama Nila. Un large sourire éclaira le visage de ma cousine. Elle adorait qu'on lui dise qu'elle était plus grande que moi, bien que je sois plus âgé de quelques mois. Elle me dépasse seulement de quelques centimètres, m'empressai-je de préciser. La taille des êtres humains a considérablement augmenté, déclara Nila. Le prince Kourou était tellement petit qu'il serait considéré comme un nain de nos jours. C'est à se demander pourquoi des gens aussi petits ont fait construire des pyramides aussi hautes, remarqua oncle Ben en souriant. Nila lui fit un clin d'œil, puis le prit affectueusement par le bras. Ma cousine et moi échangeâmes un regard. Je devinai à son expression qu'elle aurait bien aimé savoir ce qui se passait entre Nila et son père. Le dîner se déroula dans une joyeuse atmosphère. Oncle Ben fit trop griller le pain pour les hamburgers, mais nous n'y prêtâmes pas attention. Sari s'en engouffra 2 d'affilée tandis que moi, je calais au premier. Cela lui donna une raison supplémentaire de se moquer de moi et de se vanter à mes dépens. Je commençai à en avoir marre et me surpris à chercher un moyen de la remettre à sa place. Nila et oncle Ben n'arrêtaient pas de plaisanter. « Cette chambre funéraire ressemble à un décor de cinéma, dit Nila pour taquiner mon oncle. Tout est tellement parfait. La momie, les objets précieux. Ça ne peut être que des faux, et c'est précisément ce que je compte écrire dans mon article. » Oncle Ben éclata de rire, puis il se tourna vers moi. « Dis-moi, Gabriel, tu as examiné la momie? Est-ce qu'elle portait une montre? » « Non. »« Et voilà, déclara mon oncle à Nila. Ça prouve bien que ce n'est pas une imitation. »« Vous avez sans doute raison, » admit Nila, en lui adressant un autre sourire chaleureux. « Papa, est-ce que tu connais l'incantation dont parlait le professeur Fielding » intervint Sari. « Tu sais, celle qui est censée ranimer la momie. » Oncle Ben avala la dernière bouchée de son hamburger et s'essuya les mains. « Je n'arrive pas à croire qu'un homme de science sérieux puisse se laisser impressionner par ce genre de superstition, marmonna-t-il. « Mais quels sont les 6 mots qu'il faut dire pour que la momie reprenne vie » demanda Nila. « Allez, Ben, dites-le nous. » Le sourire s'effaça du visage de mon oncle. « Pas question. Je ne vous fais pas confiance. Si je vous le dis, vous allez ranimer la momie simplement pour pouvoir prendre des photos à sensation pour votre journal. » Sa réponse nous fit tous rire. Nous étions assis autour du feu qui projetait des lueurs orangées sur nos visages. Oncle Ben déposa son assiette par terre, puis étendit ses mains au-dessus des flammes. « Teki Karu, Teki Kara, Teki Kari » récita-t-il d'une voix grave. Les flammes crépitèrent. Une brindille craqua. Ce bruit sec me fit sursauter. « C'est ça ta formule » demanda Sari. « Oui, d'après les hiéroglyphes que nous avons trouvés, c'est ça, » répondit son père d'un ton solennel. « Alors tu crois que la momie est revenue à la vie maintenant ?»« J'en doute fort, » affirma mon oncle en se levant. « Tu oublies qu'il faut répéter cette formule 5 fois ?» Sari contemplait les flammes d'un air pensif. Intérieurement, je répétais l'incantation. « Teki Karu, Teki Kara, Teki Kari. » Il faut absolument que je la retienne pour pouvoir faire peur à ma cousine. « Où allez-vous » demanda Nila à mon oncle en le voyant s'éloigner. « Je dois téléphoner » répondit-il brusquement. Il ne nous a même pas souhaité bonsoir, s'étonna-t-elle. Il est toujours comme ça quand quelque chose le préoccupe, expliqua Sari. Eh bien, il vaut mieux que je parte aussi, annonça Nila en se relevant. Je dois commencer à rédiger mon article. Après nous avoir salués, elle s'éloigna d'un pas rapide. Ses sandales faisaient crisser le sable. Sari et moi regardions le feu. La demi-lune perchée haut dans le ciel baignait la pyramide de sa lumière. Nila avait raison, déclarai-je. La chambre funéraire a vraiment l'air d'un décor de cinéma. Sari se taisait. Perdue dans ses pensées, elle fixait les flammes sans cligner des yeux. Une autre brindille craqua. Le bruit la ramena à la réalité. « Tu crois que Nila est amoureuse de mon père ?» me demanda-t-elle en plongeant son regard dans le mien. « Oui, probablement. Elle n'arrête pas de lui sourire et de le taquiner. » Sari réfléchit à ma réponse un court instant, puis elle enchaîna. «
Et tu penses que mon père l'aime bien? J'en suis plus que certain, affirmai-je en souriant. Je me levai. J'étais impatient de retourner à notre tente pour mettre mon plan à exécution. Nous regagnâmes notre campement en silence. J'imaginais que Sari pensait encore à Nila et à son père. L'air du soir était frais, mais il faisait bon sous la tente. À travers la toile, le clair de lune baignait l'intérieur d'une lumière tamisée. Ma cousine tira sa valise de sous son lit et se mit à y chercher quelque chose. « Chiche que je répète l'incantation 5 fois, lançai-je. « Hein » fit-elle en levant les yeux vers moi. « Je vais répéter la formule 5 fois pour voir s'il se passe quelque chose. » Je m'attendais à ce qu'elle ait peur et me supplie de ne pas le faire parce que c'était dangereux, mais elle se contenta d'un haussement d'épaule et se remit à fourrager dans sa valise. « Si ça peut te faire plaisir, marmonna-t-elle. Tu ne vas pas m'en empêcher ?»« Non, pourquoi ?» répliqua-t-elle en dépliant un vieux jean. Je la fixais. Est-ce qu'elle faisait semblant de prendre tout ça à la légère? Avait-elle un peu peur? Oui, elle devait être tout de même un peu effrayée, et elle faisait tout son possible pour ne pas me le montrer. Je m'approchai d'elle et récitai l'incantation d'une voix grave, comme l'avait fait mon oncle. Tekukari, Tekukara, Tekukari. Sari ne détachait pas ses yeux de moi. Je récitai une deuxième fois, puis une troisième. Après la quatrième répétition, je marquai une pause. Un courant d'air froid me fit dresser les cheveux sur la nuque. Pouvais-je prendre le risque de réciter l'incantation une 5e fois? Je regardais Sari. Elle avait refermé le couvercle de sa valise et me fixait d'un air tendu. Visiblement apeurée, elle se mordillait la lèvre inférieure. Fallait-il que je récite l'incantation une 5e fois? Un nouveau frisson glacial me parcourut le dos. Ce n'est qu'une superstition, me dis-je, une superstition vieille de 4000 ans. Comment 6 mots, dont j'ignore même la signification, peuvent-ils redonner vie au prince Koro? Ça ne tient pas debout. Brusquement, tous les vieux films d'aventure où il était question de momies et de tombes égyptiennes me revinrent en mémoire. À chaque fois, les savants refusaient de croire aux malédictions qu'ils encouraient en pénétrant dans la tombe, et chaque fois, la momie reprenait vie pour se venger d'eux en les étranglant. C'étaient des histoires stupides, mais je ne pouvais m'empêcher d'y croire un peu. Je voyais bien que Sari avait peur, elle aussi. Je pris une grande inspiration. Je ne pouvais plus faire machine arrière. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Tekikaru, Tekikara, Tekikari, récitai-je une 5e fois, d'une voix forte. J'avais très froid et restais là sans bouger. J'attendais. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'attendais. Sari se leva en tortillant une mèche de cheveux. « Avoue que tu es terrifié, lui dis-je sans pouvoir m'empêcher de lui sourire. « Jamais de la vie. Tu peux répéter cette incantation autant de fois que ça te plaira. Tu ne me feras pas peur. » Soudain, nous aperçûmes une silhouette à travers la paroi de la tente. « Vous êtes là ?» demanda une voix rauque. Mon cœur s'emballa. Mes jambes se mirent à trembler et je m'approchai de Sari. Ses yeux s'agrandirent d'étonnement et de peur. La silhouette se glissa rapidement jusqu'à l'entrée de la tente. Nous n'eûmes pas le temps de crier ni d'appeler à l'aide. Une main écarta doucement le rabat de toile, et un crâne dégarni apparut dans l'ouverture. Je poussai un cri de terreur en voyant la silhouette s'avancer vers nous. « La momie est revenue à la vie, pensai-je. Elle est venue se venger. »« Professeur Fielding » hurla Sari. « Hein » fis-je en plissant les yeux pour mieux voir. Oui, c'était bien le professeur Fielding. Je voulus lui dire bonsoir, mais ma gorge était tellement serrée que je ne pus proférer un son. Afin de me calmer, je pris une longue inspiration et tentai d'expirer doucement. « Je cherche ton père » expliqua le professeur Fielding à Sari. « Il faut absolument que je lui parle. C'est extrêmement urgent. »« Il est parti téléphoner » déclara ma cousine d'une voix tremblante. Sans un mot, le professeur Fielding sortit de la tente. Le rabat de l'entrée claqua à son passage. Je me tournai vers Sari. Je n'arrivais pas à calmer les battements de mon cœur. « Il m'a fichu une de ces trouilles, avouai-je. J'étais persuadé qu'il était au Caire, et ce crâne dégarni m'a immédiatement fait penser... » Ma cousine éclata de rire. « C'est vrai qu'il ressemble à une momie, fit-elle en me comprenant à demi-mot. Je me demande pourquoi il est tellement pressé de trouver papa. »« Et si on suivait ?» proposai-je tout à coup. « Bonne idée, acquiesça-t-elle. » Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte aussi vite. À ma grande surprise, elle fut prête avant moi. L'air avait encore fraîchi. Les tentes environnantes tremblaient sous l'assaut du vent. « Par où est-il parti ?» chuchotai-je. « Il me semble avoir vu une ombre par là, » répondit Sari. Sans m'attendre, elle s'éloigna en courant. Le vent faisait tourbillonner le sable autour de nos jambes. J'entendais de la musique et des voix. C'étaient les ouvriers qui fêtaient la découverte. La lune éclairait notre chemin.
j'aperçus au loin la silhouette efflanquée du professeur. Il marchait à grands pas, voûté. Il rentra dans la dernière tente du campement. Sari et moi, nous nous arrêtâmes à quelques mètres de là. Le professeur Fielding parlait à quelqu'un. Il paraissait nerveux et très excité. « Qu'est-ce qu'il dit » chuchota Sari. Mais comme elle, je n'arrivais pas à distinguer ses paroles. Un peu plus tard, il sortit avec mon oncle. Une puissante lampe de poche à la main, le professeur Fielding entraîna le père de Sari en direction de la pyramide. « Qu'est-ce qui se passe » murmura ma cousine en serrant mon bras. « Est-ce que papa est obligé de suivre le professeur contre son gré ?» Le vent fit tourbillonner le sable autour de nous. Je frissonnais. Les deux hommes parlaient fort en gesticulant. Il était évident qu'ils se disputaient. Le professeur tenait mon oncle par l'épaule. Est-ce qu'il le poussait, ou bien était-ce mon oncle qui le tirait? Impossible de savoir. « Allons-y, soufflai-je. » Nous avançâmes à pas lents, sans perdre de vue les deux hommes. « S'ils font demi-tour, nous sommes fichus, » murmura Sari en se serrant contre moi. Elle avait raison. Il n'y avait ni arbre, ni buisson derrière lesquels nous aurions pu nous cacher. « Pourquoi veux-tu qu'ils se retournent » répondis-je à moitié rassuré. Nous nous approchâmes un peu plus des deux hommes. La pyramide se dressait devant nous, immense et imposante. Oncle Ben et le professeur Fielding s'arrêtèrent devant l'entrée. Je les entendis discuter avec animation, mais le vent emporta leurs paroles. Ils avaient toujours l'air de se disputer. Enfin, oncle Ben disparut à l'intérieur de la galerie, suivi de près par le professeur Fielding. « Il a poussé mon père à l'intérieur » s'exclama Sari d'une voix aiguë et terrifiée. « Je ne pense pas » bégayai-je. Nous avançâmes jusqu'à l'entrée de la pyramide, puis resta là à contempler le tunnel obscur. Fallait-il aller dans le labyrinthe? Je sentais que Sari se posait la même question. Sari et moi échangeâmes un regard. La pyramide semblait tellement plus grande et tellement plus sinistre la nuit. Le vent sifflait le long de ses parois comme pour nous sommer de ne pas y entrer. Ma cousine se tourna vers un tas de gravats. « Cachons-nous là et attendons qu'il ressorte » proposa-t-elle. J'acquiesçai avec empressement. Je nous imaginais mal tout seuls dans les tunnels à la recherche des deux hommes, sans rien pour nous éclairer. « Tu crois que mon père est en danger ?» demanda Sari lorsque nous nous étions accroupis derrière les vieilles pierres. Il nous a bien dit qu'il ne faisait pas confiance au professeur Fielding et... Il ne lui arrivera rien. Après tout, ce professeur est un homme de science, pas un criminel. « Mais pourquoi a-t-il entraîné mon père ici, si tard le soir ?» insista Sari d'une voix perçante. « Et pourquoi se disputait-il » Je lui répondis par un haussement d'épaule. Jamais je n'avais vu Sari aussi tendue. En temps normal, j'en aurais tiré un certain plaisir. Sa vantardise m'insupportait par moments. C'est vrai, mais là, je ne m'amusais pas du tout. J'avais aussi peur qu'elle, sinon plus. J'étais certain que les deux hommes s'étaient disputés et que le professeur Fielding avait poussé mon oncle à l'intérieur de la pyramide. Sari fixait l'entrée de la galerie en plissant les yeux. Le vent l'avait totalement décoiffé. Qu'est-ce qui peut avoir suffisamment d'importance pour que mon père et le professeur Fielding entrent dans la pyramide à cette heure-ci? S'interrogea ma cousine. Tu penses qu'il y a eu un vol? Je croyais que les policiers venus du Caire étaient censés monter la garde. Je les ai vus repartir en voiture juste avant le dîner. Je suis tellement inquiète, avoua Sari. Tu as vu la tête du professeur lorsqu'il est entré à l'improviste dans notre tente, sans même s'excuser? Calme-toi, on va tranquillement attendre ici et tu verras, quand ils ressortiront, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ma cousine soupira. Nous restâmes là, à attendre en silence. Les nuages plus nombreux cachaient de plus en plus la lune. Un vent violent s'était levé et hurlait à présent autour de la pyramide. « Mais qu'est-ce qu'ils font » s'impatientait Sari. Je m'apprêtais à lui répondre quand soudain j'aperçus une lueur au fond de la galerie. « Sari, regarde » fis-je en l'attrapant par le bras. La lumière se rapprochait de nous. Une silhouette émergea de la pyramide. Je reconnus le professeur Fielding. Son visage avait une étrange expression. Ses yeux hagards roulaient dans tous les sens et des tics nerveux faisaient tressaillir ses sourcils. La bouche grande ouverte, il respirait à peine. D'une main tremblante, il épousseta ses vêtements, puis s'éloigna en titubant. « Mais où est passé papa » paniqua Sari. On apercevait très distinctement l'entrée de la pyramide, mais il n'y avait aucun signe de la présence d'oncle Ben. « Il est resté à l'intérieur » bégaya-t-elle. Et avant que je puisse l'en empêcher, elle s'élança à la poursuite du professeur Fielding. « Où est mon père » cria-t-elle. Je sortis de ma cachette et courus la rejoindre. Les yeux hagards, le professeur demeurait muet. « Où est mon père » répéta-t-elle.
Tel un fantôme, le professeur passa à côté de ma cousine comme s'il ne l'avait pas vue. « Je vous en supplie, » insista Sari tandis qu'il se précipitait vers sa tante. Découragée, elle se retourna vers moi. La peur défigurait ses traits. « Il a fait quelque chose à papa, j'en suis sûr. » Je me retournai vers la pyramide pour vérifier une dernière fois si oncle Ben n'était pas réapparu. Seul le hurlement du vent troublait le silence. « Le professeur Fielding est passé à côté de moi comme si je n'existais pas, » s'exclama Sari, très en colère. « J'ai remarqué, » bredouillai-je d'une voix peu rassurée. « Et tu as vu son visage ? Démoniaque, totalement malveillant. » Sari, peut-être que... « Gabriel, » m'interrompit ma cousine, « il faut qu'on retrouve papa. » Elle m'attrapa par la manche et me tira vers l'entrée de la pyramide. « Viens vite !»« Non, Sari, attends !» fis-je en me dégageant de son étreinte. « Sans lampe, on va se perdre là-dedans, et on ne retrouvera jamais ton père. » « Alors retournons à la tente, chercher de quoi nous éclairer, » fit-elle, prête à partir. « Non, » répétai-je en l'arrêtant d'une main. « Reste ici et surveille l'entrée. Je parie que ton père va sortir d'une minute à l'autre. Pendant ce temps, je cours chercher 2 lampes de poche et je reviens. » Les yeux rivés sur le tunnel obscur, Sari s'apprêtait à protester, mais elle se ravisa et accepta mon plan. Je courus jusqu'à notre tente. Mon cœur battait à tout rompre. Je m'arrêtai un instant sur le seuil afin de m'assurer que le professeur Fielding ne se trouvait pas dans les parages. Dans la tente, j'attrapai les 2 lampes et repartis en toute hâte rejoindre Sari. « Je t'en supplie, oncle Ben, » implorai-je en courant. « Sois dehors sain et sauf avant que j'arrive. » Mais en m'approchant de la pyramide, j'aperçus Sari seule. Les traits tirés par la peur et l'inquiétude, elle faisait les 100 pas devant l'entrée du tunnel. « Mais qu'est-ce que tu fais, oncle Ben? Qu'est-ce qui t'arrive » répétai-je à voix basse. Sans un mot, je tendis la lampe à ma cousine et nous dirigeâmes vers l'entrée du tunnel. Il me sembla beaucoup plus raide que la première fois. Les faisceaux de nos lampes se chevauchaient sur le sol poussiéreux. Je passai le premier et dirigeai ma lumière vers le plafond. La main appuyée sur le mur pour mieux conserver mon équilibre, j'avançai avec précaution. La paroi s'effritait par endroits. Sari, littéralement collée à moi, éclairait le sol. Le tunnel tournait devant nous. Nous passâmes un premier embranchement, puis un autre, puis un troisième. Ma cousine s'arrêta brusquement devant l'entrée d'une minuscule pièce vide. « J'ai peur qu'on se soit perdu, » chuchota-t-elle d'une voix incertaine. Je frissonnai. « Tu m'avais dit que tu connaissais bien l'intérieur de la pyramide ?»« Je ne suis jamais venu sans papa, » répondit Sari en scrutant la pièce vide par-dessus mon épaule. « Il faut continuer à explorer jusqu'à ce qu'on le retrouve, » dis-je, essayant de masquer ma peur. Sari passa devant moi et promena le faisceau de sa lampe dans la pièce. « Papa, papa, tu m'entends ?» Sa voix revint en un écho. Même lui trahissait l'angoisse de ma cousine. Nous nous figeâmes et tendîmes l'oreille. Aucune réponse ne nous parvint. « Continuons, » ordonnai-je. Sari se remit en marche et je la suivis. Le plafond devint plus bas et je dus me courber. Nous cherchions la chambre funéraire. Mais était-ce là que se trouvait mon oncle? J'essayais d'écarter toute pensée inquiétante de mon esprit, mais en vain. J'étais trop nerveux. « Papa, papa, où es-tu » Les appels de Sari se faisaient de plus en plus désespérés. Le tunnel se mit soudain à monter à pic. Ma cousine s'immobilisa brutalement. Surpris, je manquais de la heurter. Elle faillit laisser échapper sa lampe. « Désolé, » murmurai-je. « Regarde, des empreintes de pas » s'écria-t-elle. Effectivement, on pouvait apercevoir des traces laissées dans la poussière par un talon et une semelle à relief. « Quelqu'un est passé ici, et il était chaussé de patoga » murmurai-je. Sari dirigea le faisceau de sa lampe sur le sol. On pouvait y distinguer différentes traces, toutes orientées vers la direction que nous suivions. « Tu crois qu'on est dans la bonne voie ?» demanda ma cousine. « Il y a des chances, » dis-je en regardant les traces de près. « Mais ce n'est pas facile de savoir si ces empreintes sont fraîches ou non. »« Papa !» appela Sari avec un regain d'espoir. « Papa, tu m'entends ?»« Oncle Ben !» criai-je à mon tour. « Tu es là ?» Aucune réponse ne nous parvint. Ma cousine fronça les sourcils et me fit signe de la suivre. Les empreintes que nous venions de découvrir nous encouragèrent à continuer nos recherches. En apercevant l'antichambre de la salle funéraire, nous poussâmes tous les 2 des cris de joie. Le faisceau de nos lampes éclaira les hiéroglyphes dessinés sur la porte. « Papa! Papa !» Nous traversâmes rapidement la pièce vide pour franchir le seuil menant à la chambre funéraire du prince Kourou. L'endroit était sombre et sinistre. « Papa! Papa !» criait ma cousine inquiète.
Oncle Ben, où es-tu » Toujours rien. Je promenais le faisceau de ma lampe sur les trésors entassés dans la pièce, les grands coffres, les sièges, les jarres en terre cuite empilés dans un coin. « Il n'est pas ici » sanglota Sari. « Mais alors, où peut-il bien être » Ma cousine se mit à examiner l'énorme sarcophage de pierre que sa lampe venait d'éclairer. « Oncle Ben, es-tu quelque part ici » fis-je en désespoir de cause. Sari serra mon bras. « Gabriel, regarde !»« Quoi ?» ?»« Le couvercle, murmura Sari. Je posai mon regard sur la lourde dalle de pierre. « Il est fermé, me fit remarquer ma cousine. »« Oui, et alors ?» Cet après-midi, quand nous sommes partis, il était ouvert, et je me souviens parfaitement que mon père avait demandé aux ouvriers de ne pas le refermer. « Mais oui, tu as raison. »« Aide-moi, » me demanda Sari en posant sa lampe par terre. « Il faut absolument ouvrir ce sarcophage. » Un frisson d'épouvante me parcourut le dos. Inspirant profondément pour me donner du courage, je m'approchai de ma cousine et m'appuyai de tout mon poids sur la lourde dalle. Le couvercle glissa plus facilement que nous l'aurions cru. Lorsque nous eûmes déplacé la pierre d'une trentaine de centimètres, Sari prit sa lampe afin d'éclairer l'intérieur. Nous poussâmes un cri d'horreur devant l'épouvantable spectacle. « Papa !» s'écria ma cousine d'une voix aiguë. Oncle Ben se trouvait dans le cercueil, à l'intérieur du sarcophage. Il était étendu sur le dos, les genoux relevés, les bras le long du corps. Ses yeux étaient fermés. « Tu crois qu'il est... bégaya Sari. Penché au-dessus du sarcophage, je penchai ma main sur la poitrine de mon oncle. Son cœur bat toujours, et il respire. « Oncle Ben, tu m'entends » Il ne réagit pas. Je pris sa main. Elle était inerte, mais tiède. « Réveille-toi » criai-je. Ses yeux restèrent fermés. « Il est sans connaissance » murmurai-je en replaçant sa main sur sa poitrine. Sari se tenait derrière moi. Les mains pressées sur son visage, elle contemplait son père avec consternation. « Je n'arrive pas à y croire » murmura-t-elle. « C'est le professeur Fielding qui a dû faire ça. Il savait que papa finirait par étouffer dans ce sarcophage. Si on ne l'avait pas trouvé... » Elle se tut, étranglée par l'émotion. Soudain, oncle Ben gémit. Plein d'espoir, nous nous penchâmes à nouveau vers lui, mais il demeurait toujours sans connaissance. « Il faut prévenir la police, déclarai-je, pour raconter ce que le professeur Fielding a fait. »« Mais nous ne pouvons pas laisser papa ici, » protesta Sari. Je voulus répondre, mais une horrible pensée me vint à l'esprit, et je frissonnai des pieds à la tête. « Sari, si oncle Ben est dans le sarcophage, où est passée la momie ?» Frappée de stupeur, ma cousine me dévisagea, bouche bée. C'est alors que nous entendîmes un bruit de pas lent, très lent. Nous nous retournâmes. Sous nos regards effrayés, la momie entra dans la pièce, la démarche raide et chancelante. J'ouvris la bouche pour crier, mais ne pus proférer un son. La momie avançait en titubant, le regard fixé droit devant elle. Il me sembla discerner un sourire sous la couche de goudron qui recouvrait son visage. La momie se déplaçait en traînant les pieds, des bandelettes tombaient sur son passage. Lentement, elle leva les bras. Le sinistre craquement qui retentit me glaça les sangs. La terreur me serrait la gorge. Tremblant de la tête aux pieds, je m'écartai du sarcophage. Sari, elle, semblait incapable de bouger. « Recule, mais recule donc !» lui soufflai-je en essayant de la tirer par la manche. Terrorisée, elle fixait des yeux la momie qui se rapprochait toujours de nous. J'ignorais si elle m'avait entendu, mais décidai de l'entraîner avec moi. N'ayant pas remarqué le mur, je le heurtai de plein fouet. La momie avança vers nous, plus près, encore plus près. Ses orbites vides semblaient nous dévisager. Elle tendit ses mains enveloppées de bandelettes jaunies et tachées. Sari poussa un cri perçant. « Sauvons-nous » criai-je, « sauvons-nous » Mais il nous était totalement impossible de fuir. Nous étions adossés au mur et la momie se dressait entre nous et la porte. D'une démarche raide, le prince Corot avança encore en traînant les pieds. « C'est ma faute » déclarai-je d'une voix tremblante. « J'ai répété l'incantation 5 fois et je l'ai ramené à la vie. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Sari dans un murmure étouffé. Je ne sus quoi lui répondre. « Oncle Ben » hurlai-je, cédant la panique. « Oncle Ben, au secours !» Mais aucun bruit ne parvint du sarcophage. Mes cris de désespoir ne suffirent pas pour réveiller mon oncle. Sans quitter la momie des yeux, Sari et moi, nous nous mîmes à longer le mur. La momie avançait d'un pas lourd et traînant.
Sur son passage, elle soulevait un nuage de poussière. Une odeur aigre flottait dans la pièce, celle d'un cadavre vieux de 4000 ans. Appuyé contre le mur froid, je réfléchissais à toute vitesse. Après s'être arrêté un instant devant le sarcophage, la momie se tourna vers nous. « Hé !» m'exclamai-je, car une idée me traversa l'esprit. « Mon fétiche, la main sacrée, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ?» Lors des dernières vacances de Noël, elle nous avait sauvés en faisant reprendre vie à tout un groupe de momies. Si je montrais la main sacrée à la momie du prince Corot, peut-être qu'au contraire, il mourrait à nouveau. Ou du moins, se figerait-il sur place assez longtemps pour que Sari et moi puissions nous enfouir. Plus que quelques pas, et la momie serait suffisamment proche de nous pour... Vite, il fallait que je mette mon plan à exécution. Je plongeai la main dans la poche de mon jean. Horreur! Mon fétiche avait disparu. Non, m'écriai-je désespéré. Je m'empressai de fouiller dans mes autres poches, mais la main n'y était pas non plus. « Qu'est-ce que tu cherches ?» me demanda Sari. « Ma main de momie, elle a disparu, dis-je d'une voix étranglée par la panique. L'odeur nauséabonde devenait de plus en plus insupportable à mesure que la momie s'approchait. Je n'avais plus d'espoir de la retrouver, mais je n'avais pas de temps à perdre à me poser des questions. Il faut essayer de s'enfuir, chuchotai-je. Regarde le prince, il se déplace très lentement. Si on ne se fait pas attraper au passage, on devrait pouvoir se sauver. Et mon père, s'exclama Sari, on ne peut pas l'abandonner ici. On n'a pas le choix, décidai-je. On reviendra le chercher dès qu'on aura trouvé de l'aide. Un des os de la momie se brisa soudain, nous faisant sursauter. Néanmoins, elle continuait à avancer, à pas lents mais réguliers, les bras toujours tendus devant elle. « Vas-y, c'est le moment, dis-je à Sari en la poussant vigoureusement en avant. Mon cœur fit une embardée lorsque je m'élançai à mon tour. J'entendis un autre craquement sec. La momie se pencha pour tenter de nous attraper. Tête baissée, je plongeai sur le côté pour l'éviter. C'est alors que je sentis ses doigts froids et durs comme du métal m'effleurer le cou. J'eus le bon réflexe de courber le dos pour lui échapper et fonçai vers la porte. Sari me précédait de quelques pas. Elle sanglotait. Moi, j'étais terrorisé. J'avais du mal à courir. Mes jambes étaient lourdes comme des pierres. Nous avions presque atteint la sortie de la chambre funéraire quand nous aperçûmes une faible lumière de l'autre côté de l'ouverture. Surpris, nous nous arrêtâmes. La lueur s'approchait de nous. Une silhouette se faufila par la porte entr'ouverte. Quelque peu ébloui par le faisceau de lumière dirigé sur nous, je levai la main et clignai des yeux dans l'espoir de reconnaître celui qui arrivait ainsi. « Nila !» m'exclamai-je dès que la jeune femme eut pointé sa lampe de poche vers le plafond. « Aidez-nous !» Le prince a repris vie, lui expliqua Sari en pointant le doigt vers la momie. Nila, il a repris vie. Aidez-nous, suppliai-je à nouveau. Qu'est-ce que je peux faire demanda-t-elle en écarquillant ses yeux verts. Elle paraissait étonnée, mais son visage ne tarda pas à changer d'expression. Il était dur et exprimait la colère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Vous ne devriez pas être ici. Quoi? M'exclamai-je surpris. Nila fit un pas en notre direction et leva sa main droite. Les yeux plissés pour mieux voir dans la pénombre, je vis qu'elle tenait quelque chose. Ma petite main de momie. La jeune femme tendit le bras vers le prince Corot. « Viens à moi, mon frère !»« Qu'est-ce que vous faites avec ma main de momie ?» m'écriai-je. Mais Nila fit semblant de ne pas m'avoir entendu. Elle tenait sa lampe de poche dans une main et brandissait mon porte-bonheur de l'autre. « Viens à moi, mon frère !» répéta-t-elle en agitant mon talisman pour attirer la momie à elle. « C'est moi, ta sœur, Nila !» La momie s'avança péniblement vers nous. Ses os fragiles craquaient sous les bandelettes. « Nila, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez !» hurla Sari. Une fois de plus, la jeune femme ne répondit pas. « C'est moi, ta sœur !» s'adressait-elle à la momie. Un sourire de triomphe éclairait son joli visage. Ses yeux scintillaient tels des émeraudes. « Il y a des siècles et des siècles que j'attends ce moment, » déclara Nila au prince Corot. « Pendant tout ce temps, j'ai espéré que quelqu'un finirait par découvrir ton tombeau et que nous pourrions être réunis à nouveau. » Le visage de la jeune femme trahissait son émotion. Mon porte-bonheur tremblait dans sa main. « Mon frère, je t'ai ramené à la vie !» s'exclama-t-elle. « Tout ce temps passé à attendre en valait bien la peine. Nous allons tous les deux partager les richesses qui sont accumulées ici, et grâce à nos pouvoirs, nous allons régner sur l'Égypte. » Nila me regarda. « Oh, j'oubliais. Merci, Gabriel. Merci pour la main sacrée. Sans elle, je n'aurais jamais pu ramener mon frère à la vie. Dès que je l'ai vue, il fallait absolument que je m'en empare. Rendez-la-moi, elle m'appartient. Rendez-la-moi.
vous n'avez pas le droit. » Nila laissa échapper un ricanement méchant. « Tu n'en auras pas besoin, » affirma-t-elle d'une voix douce. Terrorisé, je la vis agiter mon porte-bonheur sous les yeux de la momie. « Détruis-les, mon frère. Nous ne devons avoir aucun témoin. »« Non !» hurla Sari. Dans un même élan, nous fonçâmes tous les deux vers la porte, mais Nila réagit aussitôt en nous bloquant le passage. Je tentai de l'écarter en la poussant par l'épaule, à la manière d'un joueur de foot, mais elle fit preuve d'une force inattendue et tint bon. « Laissez-nous partir, supplia Sari en hoquetant. Nila secoua la tête en souriant. « Aucun témoin, répéta-t-elle. Nila, la seule chose qui nous intéresse est de sortir mon père d'ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez du trésor. » Nila ne semblait pas entendre. Elle se retourna vers la momie. « Débarrasse-nous d'eux. Il ne faut pas qu'ils sortent vivants de ce tombeau. » À ces mots, Sari et moi, nous nous retournâmes. La momie marchait vers nous d'un pas raide. Son crâne luisait à la lueur de nos lampes. Elle avançait inexorablement en traînant derrière elle plusieurs bandelettes. Je me retournai vers la porte. Nila bloquait toujours le passage. Désespéré, je balayai la pièce du regard. Il n'y avait aucune autre issue. Impossible de nous échapper. Nous étions piégés. La momie fit un nouveau pas dans notre direction. Une dernière fois, Sari et moi essayâmes d'atteindre la porte, mais Nila nous en empêcha. La momie était à présent tout près de nous. Sa mâchoire était figée en un rictus hideux. Elle leva ses bras raides dans notre direction, puis, dans un immense effort, elle s'élança en avant. À notre grande surprise, ce n'est pas nous qu'elle saisit à la gorge, mais Nila. La jeune femme émit un cri étouffé lorsque les mains du prince Koro se refermèrent autour de son cou. Les lèvres de la momie remuaient. Une toux rauque sortit de sa bouche, suivie d'un murmure d'outre-tombe. « Laissez-moi reposer en paix. » La momie resserra son étreinte, et Nila poussa un autre cri. Me retournant, je saisis l'un des bras recouverts de gaz. « Lâchez-la !» La momie n'obéit pas. En grognant, elle obligea Nila à plier les genoux et à courber de plus en plus le dos vers l'arrière. La jeune femme ferma les yeux et renonça à lutter. Sa lampe de poche et mon porte-bonheur glissèrent par terre. Je ramassai aussitôt ma petite main de momie et la glissai dans la poche de mon jean, puis sautai sur le dos du prince Koro. Je voulais absolument lui faire lâcher prise. « Vous allez arrêter » hurlai-je. Il poussa un grognement de colère, se redressa en remuant ses épaules pour essayer de se débarrasser de moi. Sa vigueur me prit au dépourvu. Je cherchais désespérément à m'agripper à quelque chose pour ne pas tomber. Mes doigts se refermèrent alors sur le pendentif de Nila. « Hé !» m'exclamai-je, surpris. La momie réussit à me faire tomber. La chaîne du pendentif de Nila se rompit, puis glissa entre mes doigts. Le morceau d'ambre frappa le sol et vola en éclats. « Non !» protesta Nila, horrifiée. Son cri perçant fit trembler les murs de la pièce. La momie se figea sur place. Nila se libéra de son étreinte, puis recula, les yeux agrandis par l'effroi. « Ma vie, ma vie !» hurla-t-elle. Elle se pencha pour ramasser les restes de son pendentif, mais il était brisé en 1000 morceaux. « Ma vie !» gémit Nila en regardant les quelques bouts d'ambre qu'elle tenait à présent dans sa main. Elle leva les yeux vers Sari et moi. « C'est grâce à ce pendentif que j'ai pu vivre plus de 4000 ans. Chaque soir, je me glissais dedans pour passer la nuit. Et maintenant... » Le son de sa voix se faisait de plus en plus faible. Sa tête, ses bras et tout le reste de son corps rapetissaient à vue d'œil. Il ne resta bientôt plus de Nila qu'un tas de vêtements sur le sol. Sous le coup du choc et de l'horreur, Sari et moi restâmes bouche bée. Un scarabée noir s'échappa de sous le jean de Nila. Après quelques hésitations, il fila se perdre dans l'obscurité. « Ce scarabée, c'était Nila ?» demanda ma cousine d'une voix hésitante. « Je suppose que oui, » répondis-je en contemplant les vêtements de la jeune femme en tas sur le sol. « Tu crois vraiment que c'était une princesse de l'ancienne Égypte, la sœur du prince Koro ?» murmura Sari. « Je ne sais pas. Tout cela est tellement incroyable. » Je me concentrais et me remémorais toutes les paroles de Nila afin de mieux les comprendre. Elle devait effectivement se transformer chaque soir en scarabée et dormir dans son morceau d'ambre. C'est ça qui lui a permis de rester en vie, tout du moins jusqu'à ce que... Tu brises son pendentif, enchaîna ma cousine en chuchotant. Oui, mais c'était un accident, Ma voix s'étrangla au contact d'une main froide posée sur mon épaule, celle de la momie du prince Koro qui se tenait derrière moi. La main était toujours sur mon épaule.
Le froid glacial pénétrait à l'intérieur de mes os. « Lâchez-moi » hurlai-je en me retournant. Mon cœur s'était arrêté de battre un instant. « Oncle Ben » m'écriai-je. « Papa » s'exclama Sari en se jetant au cou de son père. « Papa, tu n'as rien ?» Oncle Ben me lâcha l'épaule et se frotta la nuque, visiblement hébété. Il clignait des yeux en remuant la tête. Derrière lui, j'aperçus la momie, immobile, le buste penché vers l'avant. Elle était à nouveau inanimée. « Je suis encore étourdi » déclara mon oncle en passant la main dans ses épais cheveux noirs. « Il s'en est fallu de peu. »« Tout est de ma faute, » lui avouai-je. « C'est moi qui ai répété l'incantation 5 fois. Je ne croyais pas que cela redonnerait vie à la momie, mais... » Oncle Ben me sourit et m'enlaça affectueusement. « Ce n'est pas toi, » m'assura-t-il d'une voix douce. « C'est Nila. J'avais tort de ne pas croire au pouvoir de cette incantation. Nila s'est emparée pendant ton sommeil de ta main de momie et elle a utilisé pour ranimer son frère en la récitant. Le professeur Fielding et moi avions des doutes à son sujet. Mais je croyais que... » bégayai-je, incapable de cacher ma surprise. « J'ai commencé à me méfier d'elle au cours du dîner, » expliqua mon oncle. « Elle m'a demandé quels étaient les 6 mots qu'il fallait dire pour redonner vie à la momie. Or, je n'avais jamais précisé leur nombre. Comment pouvait-elle savoir qu'il y en avait 6 ?» Oncle Ben passa son autre bras autour des épaules de Sari et nous entraîna vers le mur. Il s'y adossa et recommença à se masser la nuque. « C'est pour ça que je vous ai quitté aussitôt après le dîner, » poursuivit mon oncle. « Je suis allé téléphoner au journal pour lequel Nila prétendait travailler. Personne n'avait entendu parler d'elle là-bas. »« Mais on a vu le professeur Fielding t'entraîner hors de la tente, » intervint Sari. « On l'a vu t'obliger à entrer dans la pyramide et... » « Vous n'êtes pas de très bons espions, » sourit son père. « Le professeur Fielding ne m'a pas obligé à faire quoi que ce soit. Il a vu Nila entrer dans la pyramide furtivement et il est aussitôt venu me prévenir. Nous voulions absolument savoir ce qu'elle tramait là-dedans, toute seule. » Mon oncle marqua une pause avant de continuer. « Mais nous sommes arrivés trop tard. Nila avait déjà eu le temps d'entamer le réveil de la momie. Omar et moi avions essayé de l'empêcher de poursuivre, mais Nila m'a assommé avec sa lampe et elle m'a traîné jusqu'au sarcophage. Puis, elle m'a fait basculer à l'intérieur. » Il se frotta la nuque à nouveau. « C'est tout ce dont je me souviens, jusqu'à ce que je reprenne connaissance au moment où Nila s'est transformée en scarabée. On a vu le professeur Fielding sortir précipitamment de la pyramide, lui raconta Sari. Il avait une expression vraiment bizarre. Il est passé à côté de moi sans me voir. Alors... » Elle s'interrompit brusquement lorsque des pas traînants se firent entendre de l'autre côté de la porte. La gorge serrée, je saisis mon oncle par le bras. Le bruit se rapprocha. D'autres momies avaient dû reprendre vie. Elles devaient se diriger péniblement vers la chambre funéraire du prince Koro. Je plongeai ma main dans ma poche pour en sortir mon fétiche. Le dos collé au mur, je fixai des yeux la porte entr'ouverte. D'un instant à l'autre, je m'attendais à voir apparaître d'autres momies. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis le professeur Fielding entrer dans la pièce, suivi par 4 policiers en uniforme. « Vous n'avez rien, Ben » demanda-t-il à mon oncle. « Où est la jeune femme ?»« Elle s'est échappée » répondit oncle Ben. Comment lui avouer qu'elle s'était transformée en insecte? Personne ne pouvait croire à une chose pareille. Les policiers se mirent à fouiller la pièce. Leurs regards s'arrêtèrent sur la momie, figée sur place, près de la porte. « Je suis content de voir que vous allez bien, Ben, » déclara chaleureusement Omar Fielding. Il serra amicalement l'épaule de mon oncle. « Je pense que je te dois des excuses, » dit-il en se tournant vers Sari. « J'étais dans un état second lorsque je suis sorti d'ici. Je me souviens que je t'ai vu, mais je ne me souviens pas de t'avoir parlé. »« Ça ne fait rien, » répondit ma cousine d'une voix douce. « Je suis vraiment désolé de t'avoir fait peur, » ajouta le professeur Fielding. « Nila venait d'assommer ton père et je n'avais qu'une idée en tête, appeler la police le plus vite possible. »« Eh bien tout ça n'est plus qu'un mauvais souvenir, » sourit oncle Ben. « Sortons d'ici. » Nous nous dirigeâmes tous les 4 vers la porte. « Je voudrais vous poser une question indiscrète, » demanda l'un des policiers. « Est-ce que cette momie a marché jusqu'ici ?»« Bien sûr que non, » affirma mon oncle avec un large sourire. « Si elle avait cette capacité, pourquoi serait-elle restée aussi longtemps dans un endroit pareil ?» Et voilà, une fois de plus, c'était moi qui avais sauvé la situation. Inutile de dire que je ne ratais pas une occasion de m'en vanter. Après tout, c'était moi qui avais arrêté la momie, et c'était moi qui avais fait reprendre à Nila son apparence de scarabée en brisant son pendentif. « Ce n'est pas la modestie qui t'étouffe, » déclara Sari, furieuse. Alors là, elle avait du toupet, un sacré toupet même. « N'oublie pas que ce scarabée a disparu, » ajouta-t-elle avec un sourire mauvais. « Je te parie qu'il est ici, caché sous tes draps, et qu'il n'attend qu'une chose, te piquer. » J'éclatai de rire.
Tu inventerais vraiment n'importe quoi pour essayer de me faire peur. Tu ne peux pas supporter que ce soit moi le héros, avoue-le. C'est ça, je ne peux pas le supporter, fit-elle. Bonne nuit. Elle sortit rejoindre son père et j'en profitai pour enfiler mon pyjama. Je me glissai sous les couvertures, puis les remontai jusqu'au menton. Aïe! Alors voilà comment se termine La colère de la momie. Alors, première impression comme d'habitude, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Franchement, ça faisait vraiment penser à un film d'aventure, comme dans les films des momies et autres, hein, donc vraiment cool. On s'attend à penser que c'est le professeur Fielding le méchant, mais j'avais des doutes aussi sur la fille. Elle était trop entreprenante, elle avait trop envie de s'investir, et quand le sarcophage s'est ouvert, j'avais eu la phrase comme quoi elle s'était approchée en caressant le couvercle ou le contour quand elle était ouvert, et regardait, je pense, la momie affectueusement. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on pourrait se douter que c'était elle. J'ai bien aimé le fait que ce soit d'anciens persos qu'on avait lus du tout premier tome, c'est cool, je trouve, de retrouver des personnages. La fin, si vous n'avez pas compris, en fait, quand il s'est glissé dans ses draps, il s'est fait piquer, sûrement par un insecte, hein, peut-être un scarabée ou autre. Mais bof. Je pensais qu'il y aurait eu une petite chute avec le scarabée qu'il avait lui-même dans sa pierre, parce que, rappelez-vous, la princesse Nila, elle dit que depuis 4000 ans, en fait, elle dormait dans sa pierre, et puis elle en ressortait. C'est peut-être pour ça que sa pierre était vide, et que peut-être que quand elle y était dedans la nuit, la pierre d'ambre, il y avait un scarabée dedans, parce que c'était elle. Et ça, quand j'ai lu ça, ça m'a laissé, on va dire, penser que la fin du livre pourrait ressembler à ça, en fait, que nous faire comprendre qu'il y a quelque chose dans l'ambre de Gabriel qui est vivant aussi. Mais bon, ça a fini différemment, c'est pas, enfin voilà quoi. Bon, pour ma part, j'ai bien aimé le livre. J'espère que vous aussi, j'espère que vous dormez déjà. Si c'est pas le cas, j'espère que vous avez été assez, on va dire, vous vous êtes retrouvés dans l'histoire. J'espère que c'était cool pour vous. On va se retrouver pour le tome 23, qui est, j'espère que vous le voyez, le retour du masque hanté. Donc, est-ce que ça aussi c'est la suite du masque hanté, celle où la jeune fille, il y avait une jeune fille, rappelez-vous, si je dis pas de bêtises, elle cherchait à avoir un masque qui fait vraiment peur pour se venger de gens qui l'ennuyaient, tout ça. Et il s'avérait que le masque, il était vivant, et que quand elle l'a porté, elle n'arrivait plus à l'enlever, tout ça. Donc si c'est la suite, ça peut être cool aussi. Donc le tome 23, le retour du masque hanté. Abonnez-vous pour ne pas rater cette histoire. Likez, partagez et commentez sous cette vidéo. Et on va se quitter sur le synopsis du livre. Steve est dégoûté. Puni à la suite d'un malentendu, il doit entraîner au foot des élèves de primaire, de véritables pestes. Steve voudrait leur donner une bonne leçon et les effrayer une fois pour toutes. Halloween approche, et Steve a une idée. Pourquoi ne pas se déguiser en monstre, comme son amie Caroline l'année dernière ?